Avec Mathieu, on est de la société Boursorama. Vous connaissez Boursorama? Donc on est sur Nancy. Et on commence un peu à essayer de participer à des événements sur le secteur. Et aujourd'hui, on va vous parler de migration critique. C'est appliqué au cas de la migration du parcours de virement. On l'a réécrit intégralement et ça fait partie des choses qui sont ultra critiques pour nous. Donc pour me présenter, je suis Mathieu Desnouveaux, développeur à Boursorama depuis plus de 6 ans maintenant. Comme tous les développeurs qu'on a sur le plateau, je suis amené à bosser sur plusieurs domaines, plusieurs sujets au niveau de la banque, de la bourse et de notre portail d'information. Et j'ai été particulièrement chargé d'effectuer la migration du système de virement vers ce qu'on va vous présenter juste après. Et moi c'est Arnaud Larax, je fais partie de l'équipe architecture applicative du pôle web. Donc on a des missions un peu plus transverses, d'accompagnement, de formation et de choix techniques sur les différents projets. Et c'est moi qui ai suivi le projet du virement. Donc très rapidement, on va parler un peu de Boursorama parce que le contexte est très important dans le cadre de ce projet. Donc Boursorama, on est leader de la banque en ligne et contrairement aux banques traditionnelles, le site web est le seul moyen de communication, le seul canal pour le client pour agir sur ses comptes, pour faire des virements, pour consulter ses soldes. Et donc on ne peut pas se permettre d'être indisponible sur le site. En plus de ça, on a un site, donc www.boursorama.com, qui est notre portail d'information boursière, qui a beaucoup de trafic. On est à plus de 300 millions de pages vues mois, donc on a beaucoup de trafic dessus à gérer. Et à Boursorama, on a la volonté que le client soit le plus autonome possible, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il ait besoin de nous pour faire quelque chose. Notre objectif, c'est surtout qu'il ne nous contacte pas. Donc c'est notre philosophie dans tous les projets, c'est qu'on travaille tout de manière à ce que le client ait la solution et le moyen de faire les choses. Et on estime qu'on est à peu près à 99% des démarches que le client peut faire tout seul. Le reste, c'est des cas qui sont assez atypiques, assez rares, et ça nous coûte moins cher de lui répondre physiquement que de faire les développements pour répondre à son besoin. Et le deuxième axe important à avoir en tête, c'est qu'on a une croissance de la base de clientèle qui est assez importante, avec des technologies de banque à l'arrière-plan qui n'ont pas été prévues pour scaler. Donc nous, on doit faire en sorte que on arrive à faire monter en charge le site tout en diminuant ou en stabilisant le volume d'appels qu'on va faire à des briques partenaires qui sont un peu plus sensibles que nous au pic de charge. Donc, comme j'ai dit au début, nous on fait partie seulement du pôle web de Boursorama. Donc le pôle web, c'est juste une brique de tout le système d'information. On a beaucoup. Il y a la brique qui va s'occuper du core banking, la brique qui va s'occuper des données, la brique qui va s'occuper de l'authentification. On a plein de petites briques et nous on est là, on orchestre les communications entre toutes ces briques pour rendre le service au client, et on a aussi la responsabilité de faire en sorte que si une brique est cassée, on court-circuite des choses, on essaie de passer par un autre chemin, on coupe des fonctionnalités le plus automatiquement possible, ou de fournir des outils si on a des choses qui sont très sensibles à couper, que ce soit quand même la décision d'un humain à un moment donné. En tout cas, nous on a ce rôle d'orchestrer tout. Donc comme j'ai dit, on est sur Nancy. Historiquement, Boursorama, c'est une entreprise nancéenne qui a changé de nom par le biais des rachats, mais ça fait 21 ans cette année qu'on est à Nancy. On est au niveau de la gare à Nancy, pour ceux qui connaissent. Au pôle web, c'est une grosse équipe de développement sur le même projet. Il y a 50 développeurs et les 50 peuvent intervenir sur la même base de code
parce qu'on a une API centralisée, donc tout le monde va travailler dessus. Donc ça veut dire beaucoup de modifications de code en continu, beaucoup de projets orchestrés et beaucoup de choses qui se passent en même temps. Et sur notre plateau, vraiment au milieu de notre équipe de développement, on a nos admin 6, dont on a un spécimen ici aujourd'hui, qui travaille vraiment avec nous pour répondre au mieux aux besoins qu'on peut avoir, et inversement, eux ils vont parfois nous remonter des anomalies que nous ne détecte pas encore, ou des signaux faibles comme ils appellent ça, et on peut intervenir assez rapidement. Donc le virement chez Boursorama, il faut voir, comme on l'a dit, on n'est qu'un intermédiaire entre le client d'un côté qui veut faire son transfert de fonds et la brique partenaire qui, elle, va réellement exécuter le transfert d'argent. On a plusieurs partenaires qui vont être associés à cette fonctionnalité parce qu'on va avoir différents types de virements. On va avoir par exemple des partenaires pour faire un virement classique, un virement que tout le monde fait entre un compte et son compte épargne par exemple. Mais on va avoir également des partenaires plus particuliers pour faire un virement vers un compte trading. Donc on va avoir des contraintes différentes. On peut également faire des virements depuis une banque vers Boursorama, encore une fois un troisième partenaire. On a comme ça repéré plus d'une dizaine de types de virements qui sont accessibles directement à nos clients. Et le rôle du web, c'est d'orchestrer, de savoir vraiment quel partenaire on va appeler en fonction de ce qu'a défini le client. Et le virement est également au cœur d'autres fonctionnalités. On va avoir des fonctionnalités qui sont faites par Boursorama. Typiquement, ça va être l'ouverture de compte ou des achats, etc., qui vont utiliser à l'intérieur de leur fonctionnement des virements. C'est transparent pour le client, mais ça reste basé sur les mêmes briques. En termes de volumétrie, le virement, on en fait entre 50 et 100 000 par jour. Ça représente beaucoup plus qu'un virement par seconde. Et on peut voir qu'on va avoir, selon les périodes de temps, des pics et des creux. Globalement, en week-end, les gens font autre chose que d'aller sur le site de leur banque pour faire des virements. C'est là qu'on va avoir la plus basse activité, pas que pour les virements d'ailleurs. Par contre, en début de mois, ou en fin de mois, au moment où on reçoit tous nos salaires, c'est le moment où on va pouvoir commencer à virer de l'argent vers nos comptes épargne, vers nos comptes de tous les jours, etc. Et c'est là où on reçoit une pic d'activité. Début de l'année, on était largement au-delà des 100 000. Et puis ça continue de grimper au fur et à mesure que notre activité augmente. On peut également repérer d'autres types de pics qui vont être liés à d'autres activités. Typiquement, il n'y a pas longtemps, il y a eu l'introduction en bourse de la Française des Jeux. Ça s'est vu directement sur le virement. Il y a eu un pic à ce moment-là des virements dédiés à la bourse. C'est vraiment une partie qui est extrêmement critique. Elle touche à tout. Elle est au cœur du métier de la banque. Alors, pourquoi migrer notre système de virement? Ça fait longtemps que ça existe. C'est au cœur du métier de la banque. On est là depuis plus de 20 ans. On est une banque depuis un peu moins, mais quasiment depuis le début, en tout cas, on avait des virements. Donc pourquoi changer? Déjà, on avait une obligation réglementaire en 2019 d'ajouter le virement instantané. Toutes les banques avaient cette obligation réglementaire. Le virement instantané, contrairement au virement classique, c'est un virement qui se fait en 10 secondes, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ce qui change beaucoup de la plupart des virements qu'on peut faire dans nos banques qui mettent en général 2-3 jours ouvrés. Il y avait également besoin de rembourser une dette technique. Le virement, c'est une fonctionnalité ancienne, elle n'avait pas beaucoup migré, on le verra juste après. Donc il y avait beaucoup de dettes techniques là-dessus. Les développeurs n'aimaient pas trop aller dedans pour faire des grosses évolutions ou corriger des bugs un peu obscurs. Et puis enfin, on l'avait déjà fait par le passé, on voulait simplifier un peu les évolutions futures. Pour exemple, il y a 2-3 ans, j'ai dû également ajouter une nouvelle brique, comme là le virement instantané. C'était à l'époque le virement d'une banque externe vers chez nous. On était à 3, ça nous a pris 1 mois. C'était compliqué, on y allait un peu au forceps sur la fin. On n'avait pas envie de se retrouver à chaque fois qu'on avait envie d'ajouter un nouveau type de virement dans cette configuration. Donc qu'est-ce que c'était que le virement? Pour bien comprendre l'intérêt de la migration, on va voir un peu
un petit peu d'historique. Comme je vous disais, c'est une fonctionnalité ancienne. En naviguant dans le code, en essayant de voir, je tombais sur du code qui datait de 2006. On avait un autre système de gestion de version que celui qu'on a actuellement. Je n'ai pas vraiment pu trouver plus de dates que ça. C'était écrit dans la classe 24 octobre 2006. Alors tout le code ne datait évidemment pas du 24 octobre 2006, mais ça donne un peu une idée de l'ancienneté de cette classe. Et encore, c'était la V2. Il y avait une V1 avant dont je n'ai pas trouvé les traces. Comme je vous disais, on fait appel à des partenaires. Mais depuis, on a pu avoir des partenariats commerciaux qui se sont arrêtés, qui ont changé, qui ont évolué, et qui ont donc disparu de notre offre de service. Ah oui, ils sont encore là dans le code. Ils n'ont jamais été supprimés, ils sont désactivés, inactifs, on ne sait pas trop, on n'ose pas les supprimer de peur de casser quelque chose. Et puis, qui dit code ancien dit également travers ancien. On a les classes qui sont monstres. Les deux classes principales de virement font plus de 4000 et 6000 lignes. C'est assez compliqué à lire et à savoir ce qu'on veut faire dedans. Le code métier, les contrôleurs, tout ça est mélangé dans un seul système. Les méthodes elles-mêmes font également plusieurs centaines de lignes. Bref, quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'on veut le plus. Puis le virement, dans un domaine bancaire, c'est soumis à des règles. Alors on va avoir des règles qui vont être internes, des règles métiers. On veut privilégier ou interdire certains virements en fonction des types de comptes. On va avoir des règles sur les compatibilités de comptes. On peut également avoir des offres commerciales, soit ponctuelles, soit à long terme, qui se rajoutent à notre corpus de règles. Puis comme je vous disais, on est soumis à des réglementations juridiques qui font imposer comme là le virement instantané, puis d'autres, bientôt il y a l'open banking qui arrive, il y en a plein d'autres comme ça qui s'ajoutent régulièrement sur notre métier. Puis un virement, il faut éviter de faire n'importe quoi, il faut protéger un peu ce système. Donc on a également une brique de gestion de la fraude et de la sécurité. Tout ça sont les réglementations qui sont ajoutées sur cette chose qui est assez simple, qui est de mettre de l'argent d'un compte à un autre. Donc quand on a commencé ce projet, on a commencé par regarder comment on allait faire cette migration, en se basant sur l'expérience qu'on avait pu avoir sur les années avant, sur d'autres migrations, que c'était bien ou mal passé, savoir pourquoi c'était mal passé. On ne prend pas forcément le temps à la fin d'un projet de toujours faire un post-mortem. Donc là on l'a fait avant le projet, en se basant sur les anciens trucs. Et on a identifié 3 façons de faire les migrations. Donc de la plus simple à la plus complexe, de celle qui demande le moins d'outillage à celle qui demande beaucoup d'outillage. La plus simple, c'est la migration type Big Bang, où à un moment donné, on livre le nouveau code et on s'occupe pas de la transition. Ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement. C'est très simple à faire, un FTP à la limite, et hop, on glisse le fichier, c'est fini, c'est terminé, on n'en parle plus. Donc ça, c'est simple à faire, c'est rapide, il n'y a pas forcément besoin de plus d'outils que ça. À la limite, on peut avoir un petit Capistrano pour faire ça sans interruption de service. Mais on n'a pas besoin de beaucoup d'outils. Par contre, si on a un bug, si on casse quelque chose, on casse pour tout le monde. On va pas forcément se soucier de la rétrocompatibilité parce qu'on se dit c'est instantané, je change tout. Les travers qui arrivent souvent avec ça, sur des projets long cours, comme le cas de ce projet-là, c'est que le développeur, il travaille dans son coin, et à la fin, il fait sa grosse pull request avec 6 mois de travail, et il dit voilà, c'est la nouvelle fonctionnalité. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment arrivées chez nous, et c'était très douloureux à la fois au moment de la livraison, et à la fois au moment de la maintenance. Parce que ça a entraîné tout un tas de régressions. Potentiellement, quand on fait la grosse PR avec tout dedans, on a tout un tas de conflits avec Git, parce que le gars, vu qu'il bosse dans son coin, il n'a pas toujours pensé récupérer les versions qui ont été livrées entre-temps. Donc il y a beaucoup de conflits, beaucoup de soucis. Donc ça génère beaucoup de stress, à la fois pour celui qui livre, il n'est pas confiant, il y pense à sa livraison des semaines à l'avance, il se dit on va y passer, vraiment je ne sais pas comment ça va passer, le métier n'est pas confiant, personne n'est confiant. Et surtout, comme nous, si on est comme nous dans une architecture un peu distribuée où il y a une API centrale, il y a des API, il y a des sites clients de notre API, il y a des applications natives, le revert n'est pas forcément simple. Des fois, il faut revert en cascade des choses parce qu'on a cassé plein de trucs et qu'on a tout livré en même temps. Donc c'est pas toujours la meilleure solution. Après,
faut être aussi rationnel et pragmatique. Si on livre un tout petit truc, ça s'embête pas, on fait ça. La deuxième solution, c'est de faire des migrations plus progressives. Donc là, l'image, c'est la SNCF. Quand ils changent quand ils changent le rail sur une ligne, ils suppriment pas la ligne complète pour mettre tous les rails dans la nuit et puis le lendemain matin, il y a une nouvelle ligne. Ils changent les rails morceau par morceau. Donc c'est vraiment l'idée. L'idée, c'est de faire plein de petites pull requests tout au long de la vie du projet, quitte à livrer, comme on a fait nous au début, juste des interfaces. On a livré que du code qui sert à rien. Mais au moins, on a eu l'avantage de se mettre d'accord sur les contrats, sur les fonctionnements de notre projet. Et surtout, on a eu la chance, entre guillemets, de se dire non, ça c'est pas bon, on va revenir tout de suite dessus, et ça prend pas de temps, on a juste re-rangé notre code. L'autre point aussi qui est intéressant en faisant ce genre de choses, c'est qu'on va pouvoir réfléchir à comment encapsuler le vieux code pour gérer notre migration au fil de l'eau. Comme l'a dit Mathieu, on avait une classe qui faisait 4000 lignes, on ne pouvait pas la réécrire en un coup, c'était pas possible. On a commencé par la couper en petits morceaux, même couper les méthodes déjà en petits morceaux et utiliser les méthodes du code legacy en faisant des genres de bridge au début pour que ça fonctionne bien avec la nouvelle façon de faire, et au fil de l'eau livrer les suppressions de ce vieux code pour le réécrire en nouveau code. Donc Mathieu vous expliquera tout ça après. Alors, par contre, l'inconvénient, c'est que c'est un peu moins simple à mettre en place. Là, il faut de l'organisation, ça fait plein de pull requests, donc il va falloir les séquencer, les livrer dans l'ordre, potentiellement lancer plein de tests en plus, parce que on va avoir plein de tests qui vont tourner à chaque pull request, donc il va falloir vraiment tout gérer. Et puis c'est un peu plus de temps pour gérer la livraison en amont. Par contre, au moment de la livraison finale, on livre un booléen et hop, on peut faire comme ça. Pas du tout fonctionné. Ah oui. Je vous ai mis ici, ça ne va pas fonctionner. Il y a une conférence qui s'appelle Réécriture de vieux code de 17 ans de Anna Filina, qui était au forum PHP il y a quelques années. Elle a fait cette conférence qui est très intéressante, qui explique comment elle fait pour justement migrer du vieux code dans une application pour que ça fonctionne encore. Donc elle est experte en sauvetage de projet. Je crois que c'est comme ça qu'elle se présente. Donc elle vient quand les gens vraiment ils n'arrivent plus à avancer. Et la dernière méthode qu'on a appliquée aussi sur ce projet, c'est la migration type Friends and Family. Donc là, l'idée, c'est notre code, on va le livrer pareil au fil de l'eau en petit morceau par petit morceau. Mais la nouvelle fonctionnalité, elle sera soit en prod caché, donc personne ne pourra y accéder, soit elle sera ouverte qu'à un certain type de personnes, les gens du projet, les employés de l'entreprise, les clients qu'on a identifiés parce que c'est des gens qu'on connaît et qui peuvent nous aider, ou 10% des clients par exemple. Ça, c'est plutôt ce qu'on va appliquer. Donc l'intérêt c'est de dire j'ouvre à 30% de mes clients, ça marche pas, un gros problème, on vient, les 30% là, on les remet sur l'ancienne version, et on a le temps de corriger plus sereinement. Quand on livre, on se dit juste j'ouvre un petit peu plus, c'est bon ou pas? Non, je reviens. Par contre là, ça demande beaucoup d'outillage. Il va falloir des outils pour gérer cette ouverture progressive, il va falloir des outils pour avoir le monitoring qui va bien sur les deux versions, gérer les logs des deux versions, et puis c'est la double maintenance tout le temps de la livraison. Donc faut pas que ça dure pendant 107 ans ce genre de livraison. Mais par contre c'est un confort. La livraison finale, on a juste appuyé sur un bouton pour ouvrir à tout le monde. Et c'était pas le bouton de la livraison. Donc chez nous, on essaye d'appliquer une ou plusieurs de ces méthodologies en fonction de la criticité et de la taille du projet. Ça ne veut pas dire que parce que le projet est à un tout petit scope, qu'on va se dire c'est pas critique. Par exemple, on peut avoir des refontes sur notre sas de connexion. Le sas de connexion, pour nous, c'est ultra critique. S'il n'y a plus de sas de connexion, le client ne fait rien, parce qu'il n'y a pas de page publique sur son espace bancaire. Donc ça, dans tous les cas, on va sûrement passer par une ouverture progressive de ce genre de fonctionnalité. On va aussi appliquer des règles d'hygiène de développement à toute l'équipe, qui sont appliquées dans la douleur la plupart du temps. On ne fait pas de refacto dans une branche de projet. Donc quand on fait son projet, on développe son projet. Si on voit des choses à réécrire, il y en a, c'est très bien. Si on a envie de le faire, c'est encore mieux. On le fait séparément de son projet et on le livre le plus rapidement possible. On laisse pas traîner ça pendant un moment, parce que ce qui va se passer déjà, c'est ce qu'on va réécrire, d'autres gens vont peut-être y toucher, parce qu'on est 50. Et en plus de ça, si on livre tout en même temps, on a une pull request monstre,
et puis les gens vont pas la relire. 5 petites PR, on va avoir plus de commentaires par PR qu'une grosse PR avec tout dedans. Et aussi, on s'impose que les signatures de notre API soient rétrocompatibles. Donc, on ne va pas changer la signature de l'API. On a un système de versionning d'API qui est assez simpliste, on va dire. Du coup, on s'assure toujours que c'est rétrocompatible. Et là, c'est parce qu'on ne versionne pas comme tout le monde le fait. Donc, comme je disais tout le temps, pour les gros projets, on va souvent mixer de la migration progressive, donc plein de petites pull requests pour livrer notre migration, et de la Friends and Family pour ouvrir progressivement. En utilisant les deux méthodes-là, généralement, s'il y a un souci, on s'en rend assez compte pour que ça n'ait pas réellement d'impact sur la production. Par contre, quand on commence ce genre de choses, là, on a un énorme tas de code qui, au mieux, est bien testé, sinon est testé, voire des fois pas testé du tout. Notre cas, c'était que l'API était testée, mais pas vraiment le code qui était dedans. Donc comment on fait après pour migrer ça? Parce que nous, on veut quand même déplacer du code, c'est ultra sensible. On a commencé par écrire des tests sur le code qu'on allait supprimer. Première chose qu'on a fait. Pourquoi? Pour être sûr que on va pas casser pendant la migration des choses qu'on veut continuer de fonctionner dans tous les cas. Donc c'est sûr, c'est un investissement. On a passé du temps à écrire du code qu'on supprime, du code de test, mais c'est un mal nécessaire. Et en parallèle de ça, on a écrit les tests sur la nouvelle version du code. Donc, comme on fait toujours dans les tests, on teste d'abord le cas nominal, donc le cas qui fonctionne, les petits cas spécifiques. Alors, déjà le cas nominal, on en a déjà 15, donc les cas spécifiques. Et après, on a fait des tests aussi sur tout ce qui est rétrocompatibilité de signature d'API. On a des JSON schémas sur notre API qui s'assurent que la sortie ressemble bien à quelque chose qu'on a défini, qui sont stricts pour le coup, et on les a ajoutés parce qu'on les avait pas, et on s'est assuré qu'il n'y avait pas des champs qui disparaissaient. Les champs qui apparaissent, chez nous, c'est pas gênant en soi. Les champs qui disparaissent, par contre, c'est un vrai problème. Et autre chose, chaque fois qu'on a détecté un bug, que ce soit dans l'ancien code ou dans le nouveau code, on a écrit le test sur les deux implémentations. Tout le temps de la migration, on a fait ça. Ça nous permet au moins de se dire, bon ok, on est vulnérable, on a eu un bug une fois, mais au moins on ne se fait pas avoir 2 fois dans le même piège. Ça c'est un truc qu'on fait, enfin que je fais à chaque fois. Donc il faut bien avoir en tête, normalement il y a quelqu'un qui escalade ici. Il faut bien avoir en tête que quand on fait ce genre de migration, la seule chose qui nous maintient en vie, c'est vraiment notre suite de tests, parce que sinon on est carrément à l'aveugle. Déjà quand on a des classes monstres, c'est compliqué de migrer. Mais si on n'a rien qui nous dit un indicateur au moins de qualité, ne serait-ce que les tests, même s'ils ne sont pas optimaux, ils sont nécessaires pour nous assurer qu'on est dans le bon sens. Donc maintenant qu'on va faire, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous d'ouvrir des classes qui sont aussi vieilles que ça. Peut-être pas aussi vieilles, mais du code legacy, du vieux code. Certains diraient que le code legacy c'est du code qui a plus de 2 ans, mais on va vraiment parler du vieux code. Je sais pas pour vous, moi, à chaque fois que ça m'arrive, ça me fait un peu penser à ça. Du code spaghetti, tout simplement. Du code qui est juste un enchevêtrement de fonctions, de méthodes. Alors, ça peut être très très bien présenté, il n'y a pas de souci. Ça peut être très beau, mais ça reste juste ça, un enchevêtrement de méthodes qu'on va suivre, qu'on va essayer de décortiquer, qu'on va pas très bien comprendre. Notre travail, ça a été surtout en fait de détricoter ça, de lisser un peu ce code pour essayer d'y voir clair. Donc, au début du projet, la première chose, ça a été de poser le clavier, de s'arrêter et de ne faire que lire le code pour essayer de comprendre comment fonctionnait le virement. Comme je vous ai dit, notre code est assez ancien, 2006. Évidemment, les développeurs qui ont travaillé là-dessus, ils sont plus là depuis longtemps. Personne pour nous aider. Il y avait quelques anciens qui pouvaient nous donner quelques règles, mais pas tout. Donc mon premier travail, ça a été déjà de relire tout le code, de reformaliser, pour obtenir à peu près ce schéma qui, je vous déconseille de le lire, c'est pas forcément très intéressant, mais ça nous permet nous de comprendre comment fonctionne un process de virement. Et ici,
il n'y a que le process web. Il n'y a pas tous nos partenaires. Je ne me serais pas permis d'essayer d'imaginer comment ils fonctionnent. Déjà, chez nous, c'était assez compliqué. Mais là, on a un virement du début à la fin avec tous ces cas, toutes ces règles, etc. De façon simplifiée et assez grossière et évidente. Donc ça, c'était notre premier travail pour pouvoir ensuite faire la deuxième étape, l'étape de réécriture. Donc une vieille méthode, j'en ai forgé un peu un exemple. Ça va surtout se voir avec ce qu'on appelle l'indentation L. Donc un enfer d'indentation, j'en ai mis que 6, mais les niveaux ils peuvent aller bien plus loin. Hein. La limite de 120 caractères qu'on se limite, elle est dépassée depuis longtemps, elle est là que pour l'indentation. C'est assez illisible évidemment sur nos écrans. Il y a des répétitions dans les else parce qu'on a mal géré nos cas. Au final, on a un code qui n'est pas forcément très lisible. Sur ce code là-bas, il y a 19 lignes. C'est un code qui dit simplement exécuter un transfert, un virement. Il n'y a qu'une seule ligne métier réelle qui est la ligne de l'exécution. Le reste des lignes, pas vraiment inutiles, mais c'est des lignes qui vont vérifier l'état de notre système, qui vont vérifier un peu toutes ces choses-là, mais on ne le voit pas. Et là, s'il y a un bug, bon, on ne sait pas trop où il est, c'est très compliqué à détecter, c'est également très compliqué forcément à corriger. Donc il va y avoir un premier travail qui va être de réécriture de ce code-là. Donc déjà, on va refactorer dans la méthode, on ne va pas essayer d'aller beaucoup plus loin. L'idée, c'est d'inverser toutes nos conditions, par exemple pour ce cas-là, pour sortir le plus tôt possible de notre méthode. Là, on va faire réapparaître notre système et nos règles métiers. Ça va nous permettre de détecter s'il y avait des incohérences au passage et de les corriger. Ça va nous permettre de mieux voir ce qui se passe. Et surtout, ça va nous faire apparaître des blocs logiques de code métier. Là, j'en ai identifié 3 principaux qui vont être sur la vérification de nos virements. De notre virement, oui. Donc, on a fait apparaître ces blocs logiques. Et l'étape suivante, c'est de les extraire en méthode. En fait, on va créer plein de petites méthodes qui correspondent à tous ces blocs logiques, qui vont être très verbeuses dans leur nom. Ça, on sait ce qu'il y a dedans. Elles sont plus petites, elles sont facilement testables, elles ne font qu'une seule chose. C'est donc forcément beaucoup plus simple à voir. Et au final, dans notre méthode principale, on va appeler ces méthodes. Il n'y a pas de changement de signature, on reste sur une méthode qui ne prenait pas de qui retournait, je ne sais plus quoi à ce moment-là, un booléen. Mais par contre, c'est beaucoup plus lisible. On sait chaque bloc logique, qu'est-ce qu'ils font, sans forcément avoir besoin d'aller les lire. Et puis ils ont été testés unitairement derrière, donc on a une cohérence sur ce qu'ils font. Ensuite, une fois qu'on a fait un peu cette première passe de refacto sur les classes qu'on veut conserver, ou sur des classes qu'on veut comprendre, on va pouvoir utiliser notre schéma pour un peu analyser comment se comporte notre code. On repère notamment que pour l'exécution d'un virement, comme je vous ai dit, on a plusieurs types de virements. Tout est fait au même endroit, et on va avoir un système de matching qui, selon certaines conditions du virement, va nous amener d'utiliser un partenaire ou un autre d'une façon X ou d'une façon Y. Donc il y a un gros process de matching qui est fait, et on s'est rendu compte que ce process, il est fait également avant le virement, pour des actions qui sont à faire avant, et après le virement. Et puis je vous le donne dans le mille, ce gros process de matching, il est fait 3 fois. C'est évident, on ne pouvait pas y rater. Et puis, il est fait 3 fois, mais surtout, des développeurs sont arrivés, il y a eu des projets. Il est fait 3 fois de façon différente. Quand on a dû faire une modification sur une exécution d'après-virement, elle a été faite, mais les règles n'ont pas forcément été partagées aux 3 endroits, parce que, comme je vous rappelle, c'était une classe monstre que les développeurs ne maîtrisaient pas. Donc, l'un des premiers travail à faire a été de repenser une architecture modulaire. Grâce à notre schéma, on a pu séparer tout notre système de matching, séparer tout notre système d'exécution, le faire qu'une seule fois, le généraliser. S'il y a une évolution maintenant à faire, elle sera faite à ce moment-là. Et ça nous a permis de faire apparaître des modules de virement qui sont composés d'une règle de matching et de 3 types d'exécution avant, pendant et après le virement.
On a appliqué ça sur nos premiers types et puis très facilement on a pu en ajouter des nouveaux et puis encore d'autres. On ajoute une règle dans nos configs pour les activer, les désactiver, ce qui va nous permettre, si à un moment donné il y a un partenaire qui est en panne, si on a repéré un bug quelque part ou quoi que ce soit, de facilement, sans livrer du code et sans le supprimer, de le désactiver via la configuration. Évidemment, on avait encore des traces d'exécution comme ça qui ont été supprimées, mais pas vraiment supprimées, c'était des lignes de commentaires, des blocs de code commentés qui faisaient 200 lignes. Évidemment, c'était problématique pour plein de choses. Là, c'est évidemment quelque chose de beaucoup plus facile. Et donc maintenant, c'est pour reprendre l'analogie des pâtes, on a un code qui est beaucoup plus carré comme un ravioli. Donc, une fois qu'on a fait la migration du code, enfin plutôt en parallèle, on a dit plutôt, il faut voir comment on va le livrer ce code, comment on va pouvoir le déployer, comment on va rendre le service, le nouveau service qui est censé être ISO avec l'ancien. Donc déjà, on a choisi nous de livrer vraiment au fil de l'eau, comme j'ai dit au début, pour plusieurs raisons. La première, c'est de communiquer avec l'équipe qu'on est en train de faire cette refonte, que ce ne soit pas une découverte pour quelqu'un qui ne serait pas venu à telle réunion, qui n'aurait pas vu les mails passer, ou je sais pas quoi. Donc là, tout le monde est au courant, parce que tout le monde chez nous fait la revue de code. Tout le monde a un temps dédié à faire de la revue de code, c'est obligatoire. De toute façon, ils sont assignés sur les PR, donc s'ils ne le font pas, quelqu'un va leur taper sur l'épaule à un moment donné. Donc en livrant au fil de l'eau, déjà on partage l'information et surtout on a les retours de tout le monde. Tout le monde a un avis sur le développement, sur des gros projets comme ça, mais si on leur demande à la fin, ils ont ouais, c'était bien comme ça. Alors que s'ils sont au tout début, qui participent à la création du produit, ils vont donner leur avis. En tout cas chez nous c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et surtout on est parti du principe qu'on voulait livrer au plus tôt. Livrer le code, pas livrer la fonctionnalité. Donc dès les premières semaines, on a livré des interfaces, on a livré des classes abstraites, on a livré un premier truc qui ressemblait plus ou moins à des modules, mais peut-être pas vraiment des modules. Et après, on a livré la façon de faire les modules. Donc on a livré du code pas utilisé en production. Et surtout, Mathieu s'est astreint vraiment très fortement sur ce projet à faire des petites pull requests compréhensibles. Et il a vraiment séparé la partie refacto du code de la partie architecture du nouveau projet. Donc les gens qui étaient plus sensibles sur l'ancienne façon de faire, parce que ils étaient là, ils se souviennent de pourquoi on avait fait comme ça, ils pouvaient relire la refacto, et puis les autres qui voulaient plus bosser sur la nouveauté, on a dû plus faire ça. Et surtout, on a eu un impact assez limité en production. Il me semble qu'on a eu juste à un petit moment donné un petit bug pendant un petit quart d'heure. On expliquera après ce qui s'est passé. En tout cas, la livraison a été vraiment assez transparente pour les équipes métiers, mais aussi pour les clients. Je pense que si on n'avait pas tellement communiqué dessus, les gens n'auraient pas su qu'on avait fait cette refonte. Ce qui est quand même une fierté pour ce genre de refonte. On avait plutôt l'habitude qu'on nous appelle pourquoi vous avez touché à ça, ça marchait bien avant. Classique. Et donc pour faire ça, on a utilisé un pattern qui s'appelle les feature flags. Qui s'appelle les feature flags chez nous en tout cas. Mais qui chez Facebook s'appelle les gatekeepers, chez Algolia s'appelle feature flipping, vous pouvez trouver feature control chez d'autres gens. Donc en gros c'est un pattern qui permet d'activer ou de désactiver des fonctionnalités en production avec ou sans livraison de code, selon l'implémentation qu'on a fait. Donc nous on a les deux façons de faire, avec et sans livraison, soit via une admin, soit via de la config dans le code, quand on a moins de modifications à faire au cours du temps. Donc vraiment le schéma le plus basique de cette fonctionnalité c'est on part d'un endroit A et il y a deux sorties possibles et c'est le code au runtime qui va orienter la personne sur une implémentation ou une autre. Assez schématiquement, je ne sais pas si vous voyez avec le contraste de couleurs, mais ça ressemble à ça chez nous dans notre code. On a un gros fichier YAML avec la déclaration de nos features de notre code, nos feature flags de notre code. Avec par exemple celle-ci, la New Cache Transfer, qui a une liste de contraintes à respecter pour qu'elle soit activée. Et par exemple là, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Sur le dernier login du digit du client, ils ont des logins numériques, ça permet de faire des ouvertures progressives. Donc ceux qui finissent par 6, ils auront accès à cette fonctionnalité, puis les autres ils n'auront pas accès.
Et on a aussi cette logique, donc on peut appliquer toute une série de contraintes qui sont et logiques pour le coup. Donc soit des gens qui sont dans un groupe identifié, qui sont des employés de l'entreprise par exemple, et seulement à partir de telle date. Donc on peut faire des trucs qui s'activent seulement le samedi soir de 18h à 19h, parce qu'on n'a pas envie de venir, on peut le faire automatiquement par exemple, avec ce système-là. Bon, il y a d'autres moyens de le faire, hein, mais... Donc nous c'est avec ce système-là, et on en résout sur le site 3000 par seconde des feature flags, aux heures de pointe. Donc c'est vraiment au cœur de toutes les fonctionnalités. Quoi que la personne fasse, il va en résoudre une collection, parce que c'est utilisé vraiment partout dans le code. Voilà, donc très schématiquement, c'est ce que je viens d'expliquer, avec un dessin c'est plus facile. Donc là on a deux clients qui viennent d'endroits différents de France, qui ont des IP différentes, enfin vraiment qui ont des informations discriminantes différentes, mis à part leur apparence pour le coup. Et on a deux implémentations de notre page. La première, seulement pour les clients qui finissent par 6. Donc le premier client, il y a accès. Et l'autre, il va aller sur la deuxième page parce que il finit pas par 6, il finit par 9 sans login. Il va aller sur l'autre implémentation. Donc si on fait ça sur le dernier digit, on dit c'est 6, ça ouvre à 10% des clients, quoi. Et dans notre code, donc là c'est du pseudo-langage parce que on l'a implémenté un peu dans tous les langages, ce système. On l'a en JavaScript, on l'a en PHP, on a un plugin Angular, on a un truc sur Vue.js aussi. Ça ressemble souvent à ça. On a notre instance de manager, de résolveur, de service, comme on veut, qui a une méthode isEnabled, et on lui donne le nom de la feature. Soit elle est activée, il a accès à la nouvelle implémentation, soit elle n'est pas activée, et il va sur l'ancienne implémentation. Donc ça c'est pour la vue un peu de comment ça fonctionne les feature flags. Maintenant, comment on applique ça sur un site où il y a une API, où il y a une multitude de clients, comment on rend ça accessible et surtout transparent, parce que nous on veut pas que tout le monde ait à se poser la question, à faire des magouilles un peu partout dans son code pour que ça fonctionne. On veut que ce soit transparent. Donc là, nous, typiquement, c'est notre... c'est comme ça qu'on fonctionne. On a un site client, une multitude d'applications dans des versions différentes. Quand on livre une application Android, par exemple, on livre une nouvelle version, les clients ils mettent à jour un peu quand ils ont envie. Donc nous, on va forcer pour que les trop vieilles applications ou celles où on a identifié des problèmes de sécurité soient obligés de mettre à jour. Maintenant, on va pas faire ça tous les 4 matins. Donc on a plein de clients sur notre application et on a potentiellement maintenant, avec l'open banking aussi, des partenaires externes, des Linkso et autres entreprises d'agrégation de comptes qui nous appellent sur notre API. Et là c'est contractuel, le moindre changement, il faut prévenir 3 mois à l'avance, on peut pas changer simplement des choses. En entrée et en sortie de notre API, on a c'est du JSON, et surtout ils sont contraints par des JSON schémas en production aussi. Le JSON schéma s'applique en production. S'il y a un changement, si ça ne matche pas le JSON schéma, on ne répondra pas au client. Et ça va nous remonter des fatales, ça va nous remonter plein de trucs dans le monitoring. Donc ça c'est la situation telle qu'elle est actuellement sur n'importe quel web service. Quand on a commencé la migration, on a rajouté ici une feature flag. Puis aller que sur l'ancienne, parce qu'on n'avait pas de nouvelle implémentation, mais en tout cas, ça s'était aiguillé pour la production de cette manière, mais en dev, on allait sur une autre version qu'on a ajoutée après. Donc on a deux versions. Voilà. Et surtout, les deux versions, ça a beau être des implémentations de code différentes, dans nos classes métiers, dans notre logique, le contrat de notre API, la signature, elle ne doit pas présenter de breaking change pour toutes les contraintes que je vous ai données avant. Donc ça veut dire qu'on ne supprime pas des clés. On va en ajouter, donc on va avoir peut-être des doublons, et il va falloir gérer les doublons tout le temps du cycle de vie du client le plus lent de notre API, et après seulement on pourra les traiter. Et donc on a commencé comme ça, notre livraison. Au début on a livré à 5 personnes, donc 5 personnes du projet. Donc c'est ce qui s'appelle le test du colibri. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, le test du colibri. Donc c'est les mineurs, quand ils allaient dans la mine, ils y allaient avec un petit oiseau, et l'oiseau était très sensible au gaz, donc quand il mourait, c'est qu'il y avait un problème et il remontait. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est si ça marche pas pour nous, on arrête et on corrige avant de faire autre chose. Et après voilà, quelques jours après, on a ouvert à 3% des clients, 10%,
Et voilà, le fameux bug, on s'est gouré dans la regex. On ouvert à 100% pendant un quart d'heure. Après, on est revenu à 20%, 50%, etc. Donc ce qu'il faut voir dans tout ça, c'est que on a mis en place beaucoup de choses pour une migration qui a vraiment duré 10 jours où on était à cheval sur les deux. Mais c'était 10 jours où on n'était pas ultra stressé, où quand il y a eu des anomalies, on a pu les corriger assez sereinement. C'était assez confortable finalement, cette façon de faire. Et surtout, on a mis en place tout un tas de monitoring qu'on n'avait pas aussi finement avant. Avant, on a eu tant d'appels à notre API, ça s'est bien passé sur tant de cas. On a eu tant d'appels à tel partenaire, c'est plutôt bien passé, pas sûr, c'est bien passé. Les gens n'appellent pas, donc c'est bon. Et là maintenant, on a mis un maximum de sondes à tous les endroits où on pouvait. Donc on utilise du Graphite et du Grafana dans notre code pour pousser des métriques vraiment à tous les endroits possibles. Donc on va avoir des informations pour chaque type de virement, le volume, la comparaison à J-7, savoir si c'est cohérent. La comparaison potentiellement aussi à J-30, parce qu'on a des comportements sur le mois. Début de mois ça fait beaucoup, fin de mois ça fait beaucoup, mais au milieu c'est plutôt léger. Donc il faut que nous on ait une comparaison par rapport à tout ça. On peut monitorer aussi avec précision maintenant les pourcentages d'erreurs de nos partenaires, chose qu'on n'avait pas vraiment aussi finement avant, en tout cas pas au web service près, le détail précis, on avait plutôt une information un peu macro. Et on monitore aussi le temps moyen qu'il faut pour faire un virement en utilisant nos API. Donc en additionnant le temps moyen de tous les web services qui composent le virement. Et ça nous donne un indicateur aussi de bonne santé et de performance, et on va pouvoir voir si une livraison qu'on a fait, ça implique que l'application sera plus lente, que le site web sera plus lent. Et ça c'est quelque chose auquel on fait très attention parce que le client, et c'est ça qu'il va retenir. Le site est lent, c'est pas terrible. Que ça marche, c'est un prérequis pour lui. Et dans notre open space, on a 8 ou 9 télés sur les poteaux au milieu de l'open space, un peu partout, qui en fonction des gens qui sont autour vont afficher des dashboards en continu avec une rotation. Et les dashboards, quand il y a des soucis, ils deviennent tout rouges. Et on sait, ça nous attire l'œil surtout. Parce que si on les a voir juste sur le navigateur, ça veut dire qu'on est obligé tout le temps de switcher, de regarder. Quand on code, on ne fait pas attention à ça. Par contre, si c'est affiché en grand, il y aura toujours quelqu'un qui va passer devant, qui va nous dire « t'as vu, il y a un problème ». Et donc il y a nos trucs à nous, mais il y a aussi notre équipe d'exploitation qui a beaucoup de sondes, des choses que nous on ne peut pas faire avec notre code, du ping, du SSL check, du heartbeat sur toutes les applications, et qui remontent aussi ça dans le même outil, et qu'on peut aussi consulter à tout moment, parce que ils sont au milieu de l'open space, donc on voit leur truc. Et en plus de ça, comme nous on va regarder la santé à l'instant T, quand on va voir sur les dashboards, il y a une équipe à Boursorama spécialisée dans la gestion des incidents, qui tous les matins ont une liste de trucs à regarder, et on leur a fait notamment des dashboards où ils ont les comparaisons de tous les trucs J-7 pour toutes les fonctionnalités qu'on a sur le site. Et tous les matins ils regardent, je crois que ça fait 72 graphes, un truc comme ça, et ils comparent que c'est cohérent, qu'il n'y a pas un creux, qu'il n'y a pas un pic. Des fois les pics sont expliqués par on a fait une campagne de pub, on est passé sur Capital, donc on a un pic, c'est logique, mais des fois c'est juste on a cassé un truc. Et on n'avait pas les tests à cet endroit-là, ou on n'avait pas les bonnes sondes, il faut les ajouter. Donc maintenant qu'on a migré, qu'on a ouvert à tout le monde, une première fois, puis une deuxième fois, la première fois c'était bien passé, pour la petite histoire quand même. Il y a quand même encore du travail, parce qu'on a laissé des choses pour plus tard, c'était fait exprès. Donc déjà il faut supprimer le code mort. Comme je l'ai dit, c'est du code ancien. Il y avait du code quand il a été refactoré, puis il y avait aussi des partenaires qui étaient désactivés. Puis on est tombé sur les web services de nos API qui datent de plus de 10 ans, donc première version de l'application mobile qui utilisait des API. Évidemment, tout était définitivement mort et enterré. Si vous avez encore des téléphones qui utilisent ces applis, c'est plus la peine. Donc on a supprimé ce code qui prenait du temps, qui prenait de la maintenance aussi, parce que quand on fait un grep et qu'on fait un refacto complète, il faut aussi migrer ce code-là, on ne sait pas s'il est utilisé ou pas. Donc là il faut prendre la décision de supprimer pour simplifier un peu tout le code.
Comme on l'a dit tout à l'heure avec Arnaud, le code qui est remplacé, il faut le livrer le plus vite possible, le plus tôt possible, c'est ça qui est important. Il faut suivre les breaking change. J'ai terminé la migration courant de l'année 2019. J'ai encore une PR en attente pour supprimer des clés dans mes réponses d'API, mais que je garde parce qu'on a des clients qui les utilisent encore. C'est pas grave, on leur a dit de faire la mise à jour, les mises à jour sont faites, mais il y a encore des évolutions. Et quand on sera sûr que plus personne ne les utilise, à ce moment-là on les supprimera. En attendant, on conserve, elles sont notées, dépréciées dans notre code, donc on sait que c'est temporaire. Et aussi quelque chose pareil qu'on a appris un peu dans la douleur, ce qui est un conseil, c'est de faire des suppressions indépendantes du reste du code, comme l'Arifacto. Mais on va aller même un peu plus loin. Chez nous, on a une livraison générale avec beaucoup de code mélangé de plusieurs développeurs et de plusieurs projets. On va essayer d'éviter de supprimer du code, c'est pas aussi anodin qu'une Arifacto la suppression. Donc on va essayer d'éviter de le faire en même temps que les projets de tous les copains. On va se mettre à un autre moment dans la journée, dans la semaine, quand personne ne livre rien, comme ça on va pouvoir surveiller réellement la prod. S'il y a quelque chose qui se met à brûler à ce moment-là, on revient en arrière, on remet notre code, on sait que c'est bon. Parce que si on le fait en même temps que le code des copains, on ne sait pas si c'est notre code, notre suppression qui a entraîné un bug, si c'est un bug dans un des projets, etc. Mieux d'essayer de rendre indépendant ce genre de suppression un peu particulier. Et puis pareil, on supprime les feature flags dès qu'ils nous ont permis l'aiguillage. Une fois que le code est livré, on n'en a plus besoin, on ne reviendra pas en arrière, sinon on travaillait pour rien. Donc on supprime cet aiguillage également. Ce qu'on peut en voir, c'est que notre run, qui nous permet de gérer au quotidien les virements, leur impact, leurs problèmes, etc. Maintenant, on a une visualisation des différents types de virements. Avant, on savait qu'on faisait plein de virements. On n'avait pas forcément une dichotomie sur les virements bourse et les virements trading, sans rentrer dans certains chiffres. En tout cas, au web, on les avait pas forcément. On n'avait pas forcément mis en place les sondes encore, mais c'était plus compliqué. Là, on a un vrai suivi à long terme. Comme je vous ai également expliqué, on fait beaucoup de configurations et on fait plus autant de dev que ça sur notre code existant. On va désactiver plutôt que supprimer. Ce qui va permettre un traitement réellement facilité de notre run. Quand on va avoir des tickets d'incidents qui vont nous remonter, on va plus facilement pouvoir dire ah ben non, ça juste en lisant le ticket, ça vient pas de nous, ça vient d'un partenaire. Et voilà même les éléments qui vont aider le partenaire à corriger son problème. Ou ça correspond à nos règles métiers, il n'y a pas de problème, c'est un vrai truc. Et également, il y a un bug chez nous, il faut qu'on corrige, ça arrive encore. En termes d'évolution, ce nouveau système, et ce que vous avez expliqué au tout début, c'était également pour permettre d'évoluer dans le temps, rajouter des nouvelles briques de virement. J'ai eu un cas cet été, on devait ajouter un nouveau type de virement. Et ben, en 5 jours, test compris, écriture des tests compris, tout était fait, on a pu intégrer un nouveau type de virement, le livrer en prod et l'utiliser, comparé à une personne évidemment, comparé un mois à trois personnes, il y a quand même un petit changement, une nette amélioration. De la même façon, on a centralisé toutes nos règles de métier. Quand des nouvelles règles, des nouvelles juridictions apparaissent, c'est un peu plus simple de les ajouter à notre corpus de règles. L'autre étape, c'est de ne pas rester avec un seul ou deux devs qui connaissent le métier, la fonctionnalité. On a pu plus largement l'expliquer à des nouveaux devs, soit qui viennent d'arriver dans la société, soit qui étaient déjà là mais qui n'ont pas participé à cette migration. C'est plus facile comme ça. On ne va pas se cacher, un projet comme ça, de longue haleine, ça a quand même quelques difficultés. On a rencontré quelques anomalies au cours du projet, soit celles qu'on a le fait d'ouvrir à tout le monde, mais quand même des fois quelques bugs. Globalement, vu l'ampleur d'un projet comme celui-là, il n'y a pas eu grand-chose, il n'y a pas eu d'impact client. Les livraisons se faisaient vraiment sereinement. La rétrocompatibilité, c'est quelque chose qui est assez lourd à mettre en place. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon tooling, les agent schémas, une communication avec nos clients, il faut respecter ces règles, il faut quand même avoir un bon tooling pour rendre cette tâche un peu plus simple.
comme Arnaud vous en a également parlé, pendant la maintenance, pendant le temps de migration, on a eu par exemple une nouvelle règle qui est arrivée pendant le temps de migration. Et il a fallu l'appliquer 2 fois, dans l'ancien code, dans le nouveau code, en vitesse, parce que c'était une règle critique, la règle typique qui arrive le vendredi soir à 5h, qu'il a fallu mettre en place, la mettre 2 fois. C'est pour ça que ce temps de migration, il faut le réduire vraiment le plus possible. Enfin, c'est un code qui est plus modulaire. On a multiplié le nombre de classes qui sont utilisées par notre système de virement par rapport à la fonctionnalité précédente. Mais en même temps, si on veut comprendre tout, il faut naviguer de classe en classe. Ce qui n'est pas forcément bête parce qu'on comprend ce qu'elles font, mais on peut préférer aussi une lecture simple du code. C'est pour ça qu'on a dû et pu mettre en place plus facilement de la documentation pour tous les développeurs, effectuer des présentations telles que celle-ci qu'on a fait en interne, sous une forme un peu plus technique, un peu plus dédiée à notre codebase, et former un peu nos développeurs. Et enfin créer un certain nombre d'outils, à la fois pour le monitoring, pour le run, et pour la création de virements qui ont été faits. Donc voilà pour cette migration, je vous laisse poser des questions si vous en avez. Pour info, c'est vraiment notre salle de pause. On a une borne d'arcade aussi en plus qui est cachée derrière. L'écriture des tests dans ce type de fonction de réécriture, ça vous a coûté combien à peu près en pourcentage de charge sur le projet? C'est difficile à comptabiliser parce que beaucoup sont faits sur le long terme quand on identifiait les besoins de tests. Donc je dirais que c'est au moins 20%, voire plus. Plus la maintenance de ces tests. Si on compte vraiment tout, un investissement pour le coup. Mais c'est nécessaire, ça nous a sauvé la vie par moment. Donc c'est vraiment nécessaire, surtout dans ce cadre-là de fonctionnalités critiques et de grosses fonctionnalités. Pour rejoindre la question, et en termes de temps déroulé, à partir du moment où vous vous êtes dit ok, maintenant il faudrait qu'on fasse ça, et là on est à peu près satisfait, même si je sais que c'est un travail continu, voilà, il y a un moment où on dit quand même on a fait du chemin. Il se passe combien de temps à peu près? Alors le projet a démarré et le moment des premières livraisons, enfin des premières livraisons ouvertes, des premières ouvertures, il y a eu à peu près 4 mois, grosso modo. Plus derrière encore un gros travail de tooling et d'ajout de nouveaux modules, notamment le module d'instant payment qui était la raison pour laquelle on a fait ce projet, qui arrivait en parallèle mais quand même un peu après. Donc, mais la livraison du virement ISO, entre guillemets, il y a à peu près 4-5 mois globalement. Mathieu était le seul développeur dessus. Oui, mais vous aviez déjà en place tout le système de feature flag, le monitoring et tout. Oui, ça on l'a mis en place en 2017. En 2017, et ça vous a mis combien de temps à peu près À développer, c'est très rapide en fait. Ouais, mais tout le suivi, en fait, c'est là le plus difficile, parce que sans suivi, au final, tu tournes le potentiomètre, mais voilà. Alors, le suivi, oui, c'est assez simple. Au début, on aura quelques personnes. Alors, à la limite, on peut être derrière eux quand ils le font. C'est vraiment ce qui se passe, hein. On est derrière eux. Après, on ouvre à plus de personnes de l'entreprise. Je crois qu'on a ouvert à tous les employés à un moment donné. Bon, là, ça fait déjà à peu près 600-800 personnes, donc ça commence un peu à avoir du volume, surtout que c'est des clients actifs. C'est des clients qui connaissent bien le système, qui vont pouvoir nous remonter tiens, ça a changé, c'est bizarre. Donc des choses bêtes, hein. Mes bénéficiaires, ils sont plus dans le même ordre qu'avant. Ou à la première étape, à la deuxième étape, ils sont pas dans le même ordre. C'est bizarre. Oui, nous, d'un point de vue JSON schéma, c'est pareil, hein, on voit pas la différence. Et après, plus on ouvre à des clients, plus il va falloir effectivement regarder les métriques qu'on avait mis. Donc comme on avait la chance sur ce coup-là, c'est que c'était une nouvelle implémentation, c'était du nouveau code, nos sondes, elles étaient présentes que là. Donc on avait tout de suite la représentation de est-ce que ça marche le nouveau code ou pas. Et puis on avait l'existant, les dashboards existants, le monitoring existant pour savoir si l'ancien fonctionnait aussi. Donc ce serait difficile de quantifier. En vrai, ça a mis 10 jours ou 13 jours à faire la bascule complète.
Je pense que sur le temps là, c'est quasiment du 100% de suivi, mais aussi les gens, comme on a prévenu les gens qu'on allait faire quelque chose, ils appellent. Ah, il y a un truc qui a changé, est-ce que c'est vous? Non, c'est même pas sur le virement, mais du coup il y a plein de remontées comme ça qui arrivent de tout le monde. Après les gens veulent bien faire, donc ils ont pas envie qu'on casse l'outil, donc ils remontent plein de choses. Après faut trier tout ça. Et ce qui est intéressant aussi avec ces projets-là, c'est par exemple les Future Flags qu'on a implémentés 2 ans avant. C'est ce genre de projets-là qui vont amener des questionnements sur des nouvelles façons d'ouvrir les fonctionnalités, vont faire évoluer le système de Future Flag, ajouter des nouveaux types de contraintes. On a ajouté, grâce à ce projet, un ensemble de contraintes et logiques ou logiques, de contraintes importées, etc. pour résoudre des cas particuliers qu'on avait. Donc, le tooling qui nous sert là, nous sert après sur le reste de nos projets. Et là, c'était la première utilisation massive des Future Flags. Et du coup, j'en ai profité, moi, pour faire tout un travail de performance sur ce projet-là. Avant, on en résolvait, mais on avait suffisamment de serveurs pour tenir la charge. C'était rapide, mais on n'a jamais eu d'alerte de tiens, c'est un peu plus lent qu'avant. Là, on a commencé à avoir une utilisation intensive et moi, j'ai constaté qu'on prenait quelques millisecondes sur les résolutions de notre web service de Future Flag. Et donc, on a mis en place des layers de cache. Et tout ça, c'est des choses qu'on développe pour nous et qu'on réutilise sur tous les projets. Donc, ça a été fait dans le cadre de ce projet-là, mais c'est pas pour ce projet-là. Enfin, c'est pour tous les autres projets qu'on va avoir après, quoi. Vous parliez de versionning d'API, vous pouvez en parler un peu plus? Oui, alors notre API elle est versionnée assez bizarrement. En fait, elle n'est pas versionnée correctement, mais c'est compliqué à changer. En fait, notre API elle est plutôt versionnée par rapport aux migrations techniques majeures qu'on a fait sur notre code base. Ouais. Du coup, ça veut dire que la version 1.7 elle va peut-être durer 5 ans et on va la réécrire 3 fois, par exemple. Donc ça, c'est vraiment pas le bon pattern. Pour le coup, on est vraiment dans un mauvais pattern là-dessus, mais on est tellement coincé dedans, parce que tous nos clients d'API travaillent comme ça maintenant, et on a une logique un peu magique. Si le client appelle une API en version 1.7, mais qu'elle n'existe pas et qu'on trouve une 1.6, on lui donne la 1.6. On est vraiment sur cette logique-là. Il nous demande une version maximum et pas la version réelle qu'il veut. Donc, c'est ce qui fait qu'on a des soucis de versionning et qu'on est obligé d'être très très strict sur nos sorties d'API, parce que il y a un vrai travail de fond à faire. Parce que là, vous êtes à la 1.7. Ouais, on est à la 1.7 là. Et vous travaillez déjà sur la 1.8 ou pas? Non. D'accord. Voilà. Et ça vous est déjà arrivé de travailler du coup moi j'ai connu la 1.5, 1.6, 1.7. Ouais. Et ça se passe comment à ce moment-là? Vous travaillez sur les deux versions? En fait, comme on a cette logique de fallback, donc tu demandes la 1.7, si on l'a pas, on sert la suivante, enfin celle du dessous, mais ça reste du JSON, ça reste quand même quelque chose qui est assez standard. Juste on a tendance à réécrire juste les nouvelles qu'on veut en 1.7. Par exemple là, ce qu'on aurait fait sur le virement, si on était dans cette situation-là, on avait une web service en 1.6 qui fonctionnait en production, on aurait écrit les services en 1.7 et les clients qui appelaient en 1.7 passaient sur la nouvelle version. Bon, franchement, je vous conseille pas de faire comme ça. Mais on a un bon millier de endpoints d'API, enfin de web services dans notre API, et à changer complètement maintenant cette façon de faire, c'est vraiment compliqué. On a des implémentations de clients d'API, on a je sais pas combien dans un peu tous les langages, on a du Perl, du Python, machin. Il faudrait tout rechanger partout, ce serait assez compliqué. Et c'est pour ça que on s'y fait et on vit avec, en attendant d'avoir l'occasion de pouvoir le faire proprement. Donc là, on va peut-être commencer à nous splitter notre API par domaine, peut-être qu'on va en profiter à ce moment-là pour le faire. C'est pour ça que aussi le Future Flag permettent d'aider, mettre le versionning à une étape après, aller plus dans le code qu'à l'entrée d'API. Après, l'avantage de ce qu'on a fait de faire en Future Flag à l'intérieur de notre contrôleur, c'est que on n'a pas eu besoin de livrer une application Android spécifique à la nouvelle version de faire le service du virement. Pour eux, ça a été transparent. Un jour, ils étaient sur l'un, le lendemain, ils étaient sur l'autre. C'était transparent parce que nous, on s'est assuré de ne pas casser les contrats. Mais si on avait changé de version d'API, il aurait fallu livrer une nouvelle version
les applications Android. Peut-être que ça aurait été plus compliqué, mais ça aurait été plus dans la vraie façon de faire, quoi, pour le coup. Avec quel outil Alors c'est des JSON schémas et on a, je sais plus quel livre on utilise. Je sais que quand on est sur la draft V4, on n'est pas totalement à jour sur la façon de valider les JSON schémas. Mais en gros, on a un hook à la sortie de l'API et à l'entrée de l'API. Donc c'est des événements en Symfony pour le coup, et qui vérifie que le body correspond bien au schéma qu'on a associé à ce web service. Si c'est pas bon, ça retourne, je crois, 503. c'est des hooks que vous avez en prod. Ouais, il tourne en prod. D'accord, Oui. Donc l'avantage, c'est que bon, pour la sortie, ça peut être pénible si on a mal écrit notre truc. De notre côté, on est censé avoir écrit les tests qui eux aussi vérifient les JSON schémas. Donc, si ça arrive en prod, c'est qu'on a raté un truc. Mais surtout, en entrée, on applique aussi les JSON schémas. Et dans notre contrôleur, du coup, on va déjà savoir que ce qu'on a reçu, les contrôles de surface nous disent que c'est faux déjà. Après, les contrôles plus poussés de est-ce qu'il a le droit de faire ça en fonction de tel truc, ça reste quand même la logique à implémenter, mais les contrôles de surface, on peut les faire des JSON schémas. Mais ça a l'air cool, hein, les JSON schémas. Dans la vraie vie, quand il faut tous les écrire, c'est vraiment pénible. Surtout sur des web services qui n'ont pas été prévus comme ça à la base. On a des web services où un coup ça va être des tableaux, puis quand c'est vide, ça va être un objet vide. Du coup, il y a plein de cas à traiter, à normaliser au fil de l'eau, mais c'est très long à écrire. Une question, c'est quand vous dites que vous mettez des sondes un peu dans le code, j'imagine c'est arbitrairement vous déclenchez des logs, c'est ça? Ça passe dans cette brique de code, il y a un log qui dit... Ouais, en gros c'est ça. Ouais, alors on a des sondes automatiques. Quand on appelle un web service, pareil, on a un hook qui dit on l'a appelé, il a mis tant de temps à répondre, il a répondu avec tel web service. Quand on appelle un partenaire, ça fait la même chose. Il dit voilà, on a appelé, telle réponse, tel temps. Et après, dans des blocs de code, ouais, on va aussi dire on est passé à tel endroit, de tel resolver, de tel truc qui a été utilisé. Et on écrit ça dans des logs et c'est traité après. Il y a une moulinette, je crois que c'est du logstash, en tout cas, ça pour envoyer après dans Graphite. Et le feature flagging, ça vous pollue pas trop le code métier Alors, le temps du projet, si, un peu, on va pas se le cacher. On a un gros if à un moment donné, même si derrière c'est des classes métiers, ça n'empêche qu'à un endroit on a un gros if. Mais à la fin du projet, moi je vais taper sur l'épaule des gens pour leur dire de l'enlever. Et surtout, s'ils le font pas, leur dev il est cassé automatiquement parce qu'ils doivent mettre une date d'expiration, date à laquelle ils vont s'engager à la supprimer dans la configuration. Donc je l'ai pas mis dans l'exemple. Comme ça, les gens sont obligés au moment de la création de leur feature flag, de gérer le cycle de vie, de se dire ce projet-là, soit je la garde indéfiniment parce que c'est pour couper une fonctionnalité en production quand il y a un gros problème, soit c'est le temps de la migration et je sais que dans 3 mois je devrais l'enlever. Dans ce cas, il met une date, il dit dans 3 mois je vais l'enlever et dans 3 mois les tests vont casser parce que il ne l'aura pas enlevé. Bon, c'est un peu nazi, hein, mais quand on est 50, c'est compliqué d'avoir de l'hygiène sur ce genre de choses et surtout les gens peuvent partir. Et du coup, qui le supprime, qui prend la responsabilité, alors que si on peut plus travailler, on va le faire tout de suite. Pour la petite blague, on a beaucoup mis sur pas mal de feature flags la date du 31 décembre 2019. Évidemment, on était tous absents. Le retour au boulot le lundi d'après était un peu violent parce que plus aucun dev de personne ne fonctionnait. Donc, aussi bien réfléchir sur la date limite qu'on met, essayer de penser que en plein milieu fin décembre ou pendant l'été, c'est pas forcément les meilleures dates pour faire ça. Ouais, ça fait une bonne résolution. Ouais. D'autres questions? Non? Merci. Merci.